Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Le sursaut, histoire intime de la 5e République, c'est chez Gallimard, c'est votre nouveau bouquin. Et alors on peut dire que vous êtes complètement en plein dans l'actualité. 51 ans que le général nous a quittés, on a l'impression que c'était hier. Ça se bouscule à colomber les deux églises aujourd'hui. Oui, parce que c'est un livre d'actualité, parce que le général de Gaulle est d'actualité. Pourquoi est-ce qu'il est d'actualité? C'est parce que ça va très mal aujourd'hui en France. Et à chaque fois qu'il est apparu, à la France, Oui. comme la Vierge, soit elle avait perdu la guerre, hein, c'est l'histoire de 1940, avec cet appel du 18 juin à Londres, et puis 1958, après l'espèce de coup d'État minable là, des militaires à Alger, le 13 mai 58, la République est par terre, déjà depuis quelque temps, mais enfin bon, qui se rend compte qu'elle est vraiment par terre, elle appelle le général de Gaulle à la rescousse, et il arrive en sauveur. Et ce qui se passe à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il est d'actualité, il arrive et il dit voilà, on va faire ça, et chou, tout se remet en marche en quelques semaines. Disons, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est l'histoire de la Constitution. Il dit depuis longtemps, il faut changer les institutions. Il l'a fait dans le célèbre discours de Bayeux, qui fait tout de suite, dès que la France est libérée, à Bayeux, en juin 1944. Bon, il fait ce discours qui est important, une sorte de discours fondateur. Bon, il arrive en 1958, tout de suite, il faut faire la Constitution. Il a fait en quelques semaines, avec une concertation, puisque vous avez Guy Mollet, qui est le patron du PS de l'époque, vous avez Pierre Pflimlin, qui c'est la démocratie chrétienne. Allez hop, allez oust, on y va vite. Oui. Et puis on fait la Constitution. Et comme ça n'est pas Macron ou beaucoup d'autres présidents, il délègue complètement. Il délègue tellement à Debré qu'en lisant le texte, qui est le texte de la Constitution, il dit « Pourquoi ils ont laissé passer ça ?» Un truc sur les droits de l'homme qui l'a énervé. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, ça avance. C'est-à-dire, il dit « Voilà, il faut faire ça, ça passe ou ça casse. » Vous voyez, il n'y a pas l'idée de « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser les uns, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ?» On va faire une concertation citoyenne. C'est l'intérêt général. Oui. C'est l'intérêt général. Quand je dis ça, je ne fais pas l'éloge de la dictature ou de la monarchie. Évidemment, on s'en rend compte. Moi, je suis de famille de gauche. Mes parents croyaient que c'était un dictateur et qu'on vivait en dictature. Bon, c'est évident que tout ça est grotesque aujourd'hui. Oui. C'est parce que, bon, c'était la presse qui répandait ces rumeurs idiotes. Enfin, on avait l'impression qu'on vivait dans un État qui n'était pas un État de droit. C'est un État de droit. Et simplement, il cherche toujours l'intérêt général. L'intérêt général. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui sera le mieux? Vous voyez, c'est pas comment on va gagner la prochaine élection. Mais rien à foutre. Et c'est pour ça que ça avance. Parce que vous regardez, même chose sur l'économie. Hein, c'est Rueff qui va appeler. Rueff, qui est un grand économiste, simplement, c'est un universitaire. Tempérament un peu spécial, méprisant un peu les uns les autres et tout. Donc on va mettre une potiche, enfin une potiche, c'est pas vraiment une potiche, parce que c'est un homme politique de qualité, qui est Antoine Pinet devant, qui va porter cette politique, et qui est une politique de, pas de déficit, enfin la politique allemande d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire une sorte de rigueur, mais pas d'austérité, c'est pas ce que je veux dire. C'est une période de grande croissance pour l'économie française, simplement. Il faut tuer l'inflation, enfin il y a beaucoup de dysfonctionnements dans l'économie française. Bon. Vous voyez, et je prends chaque dossier après chaque dossier, et puis alors surtout, le grand dossier, c'est l'Algérie. Et là, on voit le grand de Gaulle, menteur, roué, rusé, qui fait le contraire de ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais alors, François-Olivier Gisbert, je le disais, ça se bouscule à colomber les deux églises 51 ans après sa disparition. Tout le monde est gaulliste. Marine Le Pen, les Républicains, Macron, j'imagine, l'extrême droite. Tout le monde est gaulliste. Ouais, alors ça, moi je comprends un peu, parce qu'on peut ricaner, parce qu'on peut dire aussi, parce que j'aurais tendance à vous dire, c'est mon mauvais esprit, mais que personne en fait n'est gaulliste, hein, mais c'est plutôt ça. Mais De Gaulle, il appartient à tout le monde, c'est comme Jeanne d'Arc. Il appartient à tout le monde, c'est un grand personnage de l'histoire de France. Comme la une du Point sur votre bouquin, oui, tout le monde. On les voit là, mais tout le monde, avec bien sûr, voilà, bien sûr, mais casquette du général. Mais même Mélenchon, il va dire qu'il est gaulliste, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que De Gaulle, c'est une méthode aussi. C'est une ouverture, une façon de gouverner, qui n'est pas du tout celle de nos gouvernants depuis des années, que ce soit la droite, que ce soit la gauche. C'est quelqu'un qui pense, mais ça c'est l'homme d'État. L'homme d'État, il pense toujours à la prochaine génération. Pas du tout à la prochaine élection. Il n'en a rien à foutre, la prochaine élection. D'ailleurs, il en a perdu. Il a perdu son référendum en 1969. Il est parti, le dictateur. Hein. Quand il perd les élections, le dictateur, il part. Donc, l'idée que, disons que tous ces gens seraient les enfants de Gaulle, c'est pas totalement faux, dans la mesure où il appartient à personne, il appartient un peu plus quand même à la famille gaulliste. Oui, mais enfin, qui est gaulliste aujourd'hui? Parce que tout le monde s'en revendique. Alors, par exemple, Zemmour dit aucun n'est gaulliste. En fait, ils se sont assis sur l'héritage du général de Gaulle. Et Zemmour, qui a des propos sur Pétain,
qui sont critiqués mais alors- par Nicolas Sarkozy, par exemple, hier encore. Ouais, De Gaulle, c'est un prophète, c'est-à-dire c'est un visionnaire, il a toujours un peu d'avance. Hein. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il n'est pas comme nos présidents qui courent après je ne sais quoi, d'ailleurs, non seulement après la gueuse, mais après, enfin je dis ça, pas forcément pour aujourd'hui d'ailleurs, mais enfin vous voyez, des sortes de présidents frénétiques, dans tous les coins, partout, etc. Bon, De Gaulle, il prend les week-ends, souvent le vendredi, il va colomber les deux églises, il fait son sport, c'est-à-dire il doit faire une fois le tour du jardin, qui n'est pas très grand, et de temps en temps, ça c'est les grands jours, il va faire marcher quelques pas dans la forêt. Hein. C'est ça. Il a du recul. Il essaye de prendre sans arrêt du recul. Et avec son recul, il voit ce qu'il faut faire. Vous voyez, quand il arrive en 1958, il arrive en faisant croire qu'il va faire l'Algérie française. C'est un horrible mensonge. Évidemment, ça a créé des problèmes après, l'OAS, etc. Bon, il a menti. Il a menti parce que quand il est arrivé, il voulait faire l'indépendance. Parce qu'il pensait qu'il fallait faire l'indépendance. C'est-à-dire qu'il a toujours un temps d'avance. Et là, encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait toujours un temps d'avance. Mais Par selon exemple, pas moi, les je suis hommes- européen. Oui. Je vais vous dire un exemple tout Oui. simple. Moi, je suis européen. Et d'ailleurs, je dirais jamais que De Gaulle était anti-européen. Jamais, jamais, parce qu'il n'est pas anti-européen. Là, Il est pour l'Europe. l'Europe, Non, non, comme un mais, cabri. non, mais il a eu des belles phrases sur l'Europe. Enfin, le projet européen. Simplement, il disait attention les souverainetés, attention les nations, il faut garder un peu les nations. Alors, il y a une façon de le faire, je vais me faire mal voir, c'est aussi le fédéralisme. Si on fait une Europe fédérale, eh ben, les nations, elles restent d'une certaine manière avec leurs traditions. Et c'est vrai que l'idée idiote française d'une Europe, ça j'ai toujours été contre, jacobine, qui va décider qu'on fait, pas en France par exemple, des fromages au lait cru, alors qu'on en fait depuis 2 millénaires, ou même Ça, il était davantage, contre. bah, évidemment qu'il était Mais il contre. avait C'est peur. débile, Oui, cette mais- Europe-là est débile. Mais il avait peur de la démographie aussi. Colomber les deux mosquées. Oui, Cette parce fameuse que- phrase bah, non, qui est colomber sur les deux- sur l'immigration maghrébine. Colomber les deux mosquées, c'est très simple. C'est que il est pour la décolonisation. Il est décolonisateur dès la libération, dès les années 40. C'est clair, on le voit, c'est ses discours. D'ailleurs, il fait la décolonisation avec l'Afrique, ça se passe bien. À part la Guinée, il y a un problème, mais pour le reste, ça se passe très bien avec tous les pays en Afrique. Et simplement, c'est vrai que l'Afrique du Nord, c'est plus particulièrement l'Algérie, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a un système là qui perdure depuis pas si longtemps que ça. Et il y a des intérêts. Bon, et c'est vrai que là, sur cette affaire-là, il a biaisé, comme on biaise très peu en politique, à ce point de mensonges, de roueries, d'abuser tout le monde. C'est tourner des popotes quand l'armée a des doutes. Il fait le tour de leur armée, il leur dit ouais, je suis pour l'Algérie française, je suis pour l'Algérie. Enfin, c'est vraiment un des hommes politiques français, enfin des hommes d'État français, parce que c'est pas un homme politique, c'est un grand homme d'État, qui a menti le plus pour la bonne cause, pour l'intérêt général, parce que De Gaulle, mais c'est ça qui est magique. Moi, j'ai faire un De Gaulle, vous voyez, de raconter un De Gaulle sans les scories. Moi, c'est un bouquin, je voulais le faire depuis très longtemps. Quand je suis arrivé de ma petite province, au début... Avec vos parents mendécistes. Mendésiste, Sans vous parler Mitterrando, dans le mendésiste, livre, enfin hein. oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Mitterrand, Ils disaient c'est De Gaulle ou le communisme, alors ça sera De Gaulle. Ben oui, ils étaient, voilà. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que la personnalité de Gaulle m'a tout de suite... Enfin, comment dire, quand j'ai vu d'ailleurs, tout de suite, dès qu'on voyait les gaullistes, quand on était jeune journaliste, les socialistes étaient sympas. Mais je sais pas, chez les gaullistes, il y avait une force, il y avait enfin, vous voyez, l'intérêt général. Et puis, cette idée que je disais tout à l'heure, ce mot, ça passe ou ça casse. Il faut le faire, on va le faire. Oui. Tu sais, moi, comme vous, sans doute, quand on rencontre des personnalités politiques aujourd'hui, c'est toujours, ah oui, c'est sûr, à gauche ou à droite, hein, faut le faire. Ouais, il faudrait le faire, mais on peut pas le faire. On peut jamais le faire. De Gaulle, il dit oui, il faut le faire. On va le faire. Oui. Ouais. Même quand C'est pour ça qu'il se c'est revendique aberrant. tous du général sans finalement en avoir le costume, ni la carrure, oui, ni la enfin, le hauteur. costume, c'est aussi un problème. D'abord, il faut la vision, et puis je pense effectivement, il faut le courage. Il faut avoir le courage d'affronter l'impopularité par moment, mais en se disant, mais j'ai raison, mais finalement, les Français vont se rendre compte que c'est moi qui Oui. avais raison, puis à la fin... Bon, Le courage de partir aussi, comme il l'a fait. Oui, avec un courage certain d'abandonner le panache, pouvoir. avec un certain panache. Mais ce livre-là, je voulais le faire depuis toujours. Vraiment, c'est amusant parce que de se dire, c'est bon, 50 ans après, je fais le livre. Quand je suis monté à Paris, je voulais faire Napoléon et De Gaulle. Bon, j'ai pas fait Napoléon, pas encore. Donc j'amassais toujours des tas de choses. Ça me passionnait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est sans doute certainement le personnage le plus positif, malgré les roueries, les mensonges,
Les crimes aussi, de sortes de crimes d'État. J'en parle dans le livre. L'histoire de Darlan. Ouais. Non, puis l'histoire de Darlan, qui est le bras droit de Pétain, qui les Allemands font partir, mais qui est quand même qui joue sa propre carte, et puis qui va à Alger, où il se fera dessouder. Et ça, c'est clair qu'il y a la main de De Gaulle dans cette affaire. Et puis il y a eu des attentats contre le général Giraud, qui était aussi un autre adversaire de Gaulle. Tout ça a été un peu bizarre. Ni innocent ni ignorant. Non, mais c'est pas un agneau qui vient de naître, ça c'est sûr. Mais, si vous voulez, quand vous regardez l'histoire de France, vous regardez tous ces gens, c'est quand même juste incroyable, parce qu'il y a une patte, parce qu'il y a un génie, parce que c'est un monstre et puis cette voix, ces choses qu'il raconte, enfin un style incroyable, c'est vrai. Personne, une gouaille, un sens de l'humour permanent. C'est vrai qu'il a dit dans ce pays, vous verrez les Français, vous verrez, il n'y a rien à en faire des Français. Ils retourneront à leur vomissement. Les Français iront à volo et on ira vers l'abîme. Voilà ce qu'il dit de la France. Oui, mais alors c'est dans ces moments parce que il y a des montées et des descentes. Toujours chez De Gaulle, ce sont les montagnes russes en permanence. Ils retournent à leur vomissement. Donc, il y a des dépressions, il y a des déprimes, il dit que des horreurs, puis après, brusquement, voilà, parce que de toute façon, il aime la France. Il se prend pour la France. Il dit d'ailleurs au journaliste américain David Schonbrun, à un moment donné, je cite dans le livre, c'est quand il parle de lui à la troisième personne, c'est parce que j'essaie d'être à la hauteur de ce général que, quand j'étais à Douala en 1940 au Cameroun, et que tout le monde m'accueillait comme si j'étais un libérateur, je pense toujours à ce personnage en me disant, il faut que je sois à la hauteur de ce grand homme. Mais, en fait, non, à la fin, il finit par se prendre pour la France. Et c'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire toujours avec une certaine bonne conscience, parce que c'est l'intérêt général, vous voyez. Et moi, ce qui me fascine chez lui, par rapport aux gens dont vous parlez, c'est que, en même temps, il y a toujours un rire. Il y a toujours une blague, vous voyez, par exemple. Bien préparé, les blagues. Mais des blagues, il y en a tout le temps. Et par exemple, à propos de la Croix de Lorraine, on parlait de Colombe et des églises, ils sont tous allés se recueillir. Et il disait, après ma mort, il y aura une grande Croix de Lorraine qu'on mettrait sur une colline derrière la maison. Personne ne me verra et ne verra rien. Mais bon, il y aura toujours les lapins. Elle pourra inciter les lapins à la résistance. Vous voyez, donc, il y a toujours l'idée que c'est la phrase de l'Ecclésiaste chez De Gaulle, et c'est très fort, et c'est très littéraire. C'est pour ça, c'est un personnage shakespearien, c'est un héros de Shakespeare. C'est l'idée que tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, pâture de vent. Ça, c'est dans l'Ecclésiaste, dans la Bible. Et puis, bon, des petites phrases comme ça, toutes les phrases de Nietzsche, Nietzsche, tout est révolu, tout ça, c'est son état d'esprit, même s'il est croyant. Même si, voilà, c'est même un chrétien, il s'assume comme chrétien. Mais enfin, ça regarde personne. Parce que là aussi, on divise, voilà, la vie privée, ça n'a rien à voir avec la vie publique. Il a toujours veillé à ne pas mélanger les deux choses. Ouais, quel personnage! Quel personnage bien plus complexe que l'image que les hommes politiques d'aujourd'hui veulent leur renvoyer, pour se référer à lui, pour se comparer. Ou que même certains auteurs, parce qu'il y a il y a un culte de la personnalité du général de Gaulle. C'est vrai que moi, je ne partage pas ça. Mais j'ai le culte de Gaulle. C'est-à-dire qu'avec toutes les zones d'ombre, mais il faut les éclairer. On est là pour ça. Moi, je m'en fiche de les éclairer. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à sa vision et à son génie. Mais bon, c'est un personnage, voilà, quand il veut quelque chose, il dira comme Lénine, la fin justifie les moyens. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert. Waouh, hein? Ça, c'est le sursaut, et c'est que le premier volume. Oui, mais quel... Il va y en avoir deux derrière. Le sursaut, vous vous rendez compte, 1958, la France est là, et hop, immédiatement, ça remonte. Quand même, chapeau. Oui, intime, cette histoire de la 5e République. Intime, parce que... Vous l'aimez, charnel presque, hein? Oui, c'est une histoire charnelle, y compris ma vie, mon enfance. Mais puis, voilà, on va progresser avec le temps, et puis... Voilà, et puis des petits secrets des uns des autres, parce que De Gaulle, c'est le seul que j'ai pas connu, et tous les autres, je les ai connus. Donc, qu'est-ce que je vais raconter? Je ne sais pas. François-Olivier Gisbert était mon invité pour ce formidable bouquin publié chez Gallimard. Merci beaucoup, François-Olivier.